Bonjour, je suis Claire Bessel, la directrice du musée Delacroix, qui a réouvert ses portes le 27 mars dernier avec une exposition inédite, Ingres Delacroix, objet d'artiste. Dans cette exposition, les visiteurs vont découvrir des tableaux d'Ingres et de Delacroix, mais pas seulement, parce que notre parti pris, c'est de découvrir ces deux artistes et de rentrer dans leur intimité par leurs objets. Donc les visiteurs vont découvrir un pot à tabac en forme de poisson qui a appartenu à Delacroix, le violon d'Ingres, évidemment, mais aussi des choses plus inattendues, comme un reliquaire qui a appartenu à Ingres avec les cendres du grand peintre Raphaël, qui montre son admiration pour Raphaël, et puis évidemment des palettes de peintre, des tables à peinture, des objets de la création et des vues d'atelier. Alors le projet est né de la recherche en fait, la recherche qu'on a menée sur ces objets qui étaient, à part les objets marocains qui étaient bien connus au musée Delacroix, mais toutes les faïences notamment, avaient été très peu étudiées. Donc on a lancé toute une étude de ces objets qui a débouché sur une journée d'études dans laquelle j'avais invité la directrice du musée de Montauban, Florence Viguier. Et puis quand on a préparé la journée d'études, on s'est dit que ce serait une belle idée d'exposition. La journée d'études s'appelait Fétichisme, point d'interrogation. Objet d'artistes dans les musées. Et on en a fait une exposition à Paris et qui ira à Montauban cet été. Alors ces objets, il y en a certains qui sont peut-être assez attendus, on va dire comme les palettes. Je ne sais pas si les palettes parlent de la personnalité des artistes, parce que quand on monte la palette d'Ingres et la palette de Delacroix, la palette qui est bien rangée, c'est celle de Delacroix. Les commentateurs de l'époque disaient qu'elle était bien organisée comme un bouquet de fleurs ou organisée comme des échantillons de laine des Gobelins. Et la palette tartouillée, entre guillemets, c'est celle d'Ingres. C'est une palette qui a peut-être été celle du bain turc, qui en a un très joli près de Montauban. Donc ça révèle un petit peu la manière de l'organisation des peintres et la manière dont ils travaillaient. Après, les objets qui sont des objets plus personnels révèlent d'autres facettes de leur personnalité. On ne savait pas que Delacroix était un collectionneur de faïences d'un goût discutable, on va dire, mais qui était très à la mode à son époque. Il avait un goût pour la musique tout comme Ingres. Et puis Ingres a souhaité que tous ces objets de reconnaissance auxquels il tenait aillent dans un musée, ce qui n'a pas du tout été le cas de Delacroix, pour qui la postérité passait beaucoup plus par son œuvre, et ça c'est un aspect, je trouve, très révélateur de la personnalité des artistes. Nous sommes dans l'ancienne chambre de Delacroix, qui est la salle introductive par laquelle on commence le parcours de visite. Alors il y a autour de moi des œuvres d'Ingres, des œuvres de Delacroix, parce que pour apprécier l'œuvre des artistes, c'est important de voir leur tableau. Mais aussi des caricatures, parce qu'on ne pouvait pas faire une exposition qui s'appelle Ingres et Delacroix sans évoquer leur vraie ou fausse rivalité, chose qui a été un peu instrumentalisée, mais qui est très réelle dans la critique d'art, dans la caricature. Et il y a notamment cette caricature, on les voit se battre devant l'Institut. C'est un tournoi, ils sont à cheval, Delacroix a un pinceau, Ingres un porte-mine. Et donc c'est le combat de Rubens contre Raphaël, du dessin et de la ligne contre la couleur. C'est un peu tous les clichés qu'on peut avoir par rapport à ces deux artistes. Et on souhaitait aussi que les objets sortent un peu de la caricature. On a mis dans cette vitrine un pinceau de Delacroix, il y a un crayon d'Ingres que tient sa main moulée. Et juste au-dessus, un tableau de Prosper Bébiat, classique et romantique. Là aussi, on a un petit peu tous les clichés de cette opposition entre le romantisme et le néoclassicisme, avec ce paradis paisible des classiques et cet enfer gothique du romantisme. Mais c'est un très joli tableau aussi. On expose une lettre de Delacroix quand il faisait ses visites pour essayer d'être élu à l'Institut. Il a eu beaucoup de mal à être élu. Et où était Ingres? Ingres s'est sans doute opposé à son élection. Donc il s'excuse de ne pas pouvoir aller le voir. Donc c'est la seule lettre qu'on a pu identifier de Delacroix à Ingres. Bon, ils se sont croisés, mais ils n'étaient pas très proches. Et on sait quand même qu'ils avaient quelques relations communes, dont Haro, qui était le marchand de couleurs et l'ami de Delacroix, qui était aussi proche d'Ingres.
Cette exposition, c'était aussi l'occasion de sortir un certain nombre d'objets des réserves où ils avaient pu être longtemps relégués pour certains d'entre eux. Moi, j'affectionne particulièrement ce poisson qui est en fait un pot à tabac, donc ce qui fait que la tête est amovible. Puis c'est surtout une faïence française du milieu du 19e siècle. C'est pas du tout japonais ou chinois, sans doute d'un art faïencier néo-palliciste. Et puis c'est un objet avec beaucoup de couleurs. Et souvent les objets qu'affectionnait Delacroix, que ce soit des objets marocains ou d'autres, sont des objets qui ont des caractéristiques finalement qui sont un petit peu celles de sa peinture, c'est-à-dire c'est chargé, décoratif, coloré, saturé. C'est assez révélateur de son goût en fait. Alors dans cette vitrine, il y a aussi une petite boîte à thé chinoise dont Delacroix aurait peint le couvercle, un verre qui servait pour sa toilette, donc c'est notre objet intime de Delacroix, et puis ce serpent qui lui servait de presse-papier. Alors Delacroix avait un nombre de presse-papier animaliers suffisamment important pour qu'on puisse presque parler de collection. Donc Marie Dorval, la grande actrice romantique, avait offert à George Sand, qu'il a offert à Delacroix. Et il y a une lettre de Delacroix à Sand qui dit « mais j'en suis fou, je suis fou de votre serpent », et tellement qu'il a souhaité le léguer à Sand en fait après sa mort pour qu'il ne soit pas perdu. Alors moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que le serpent, on le retrouve, c'est un animal qu'on trouve beaucoup dans l'œuvre de Delacroix. Le combat d'Apollon contre le serpent Python à la galerie d'Apollon du Louvre, enfin, c'est un peu on le retrouve aussi dans des lithographies de Faust, enfin, c'est un symbole du mal, et qu'il en est en réduction finalement pour le contenir sur son bureau ou dans sa chambre. Je trouve que c'est assez fascinant. Alors, quand Delacroix meurt, il avait prévu un certain nombre de legs dans son testament, mais l'essentiel de ce qu'il avait chez lui, il était locataire, il avait souhaité qu'il soit vendu aux enchères. Donc ces lieux vont être complètement vides dès 1864, un an après la mort de Delacroix. Donc il y a un certain nombre de ces objets qui sont arrivés jusqu'à nous justement parce que soit ils ont été collectionnés par des amoureux de Delacroix qui un jour ont pu les donner au musée ou permettre au musée de les acquérir. C'est le cas par exemple des objets marocains que Delacroix avait légués à un de ses amis peintres, Cournot, et donc la veuve du fils de Cournot on a donné une partie en fait au musée Delacroix, et c'est pour ça qu'on a ces belles faïences marocaines, un chasse-mouche qui n'est sans doute pas marocain, deux instruments de musique dont un n'est plus du tout marocain aujourd'hui mais plutôt turc. Mais voilà, ça a été aussi un des défis d'exposition, c'est tout ce qui était oriental était un peu marocain, et de rendre un petit peu à chaque origine ce qu'on a pu rendre. Quand on s'intéresse aux objets de Delacroix, forcément, on va regarder les objets qu'il y a dans ces tableaux. Et il y en a énormément. Dans beaucoup de ces tableaux les plus célèbres, on se rend compte qu'il y a des natures mortes en fait, au premier plan, qu'il a beaucoup peint les objets avec une espèce de délectation, un intérêt pour tout ce qui est doré, brodé, décoré. Là aussi, c'est une caractéristique de sa peinture. Et je trouve particulièrement émouvante ces petites babouches. Alors donc là, on en a en pastel et en peinture à l'huile. Et qui sont, presque, on a l'impression qu'elles viennent d'être laissées par leur propriétaire. Et il y a une espèce de délicatesse dans la peinture de ces petites chaussures, en fait, qui sont à elles seules une évocation de l'Orient. Parce que, bien entendu, quand Delacroix peint des tableaux, il représente l'Orient, que ce soit la mort de Sardanapale ou les femmes d'Alger, il y a des babouches. Dans cette très belle copie de Fantin-Latour des femmes d'Alger, au premier plan, vous avez le narguilé et les babouches, qui sont invariablement les objets associés qui sont ces marqueurs où on se dit on est en Orient, ça y est. Alors avant d'aller au Maroc, Delacroix a beaucoup rêvé d'Orient. Et là, nous sommes devant une très jolie aquarelle qui est prêtée par le département des arts graphiques du Louvre, qui représente un oriental qui est assis sur un divan avec un narguilé. Donc on est vraiment dans ces thématiques où il y a un Orient qui passe aussi par le textile, par un costume brodé, doré, très chargé. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent Delacroix représente l'homme oriental avant tout comme un guerrier.
guerriers. Dans le Giaour, dans toutes ces représentations des Marocains avec leurs grands fusils du Rif à cheval. Enfin, souvent, l'homme est beaucoup plus un guerrier, et là, il est un petit peu représenté, un peu comme les femmes d'Alger, finalement. Il est assis, il se consacre entièrement à son plaisir de fumer son narguilé, de son oisiveté. C'est un petit peu, oui, un pendant masculin des femmes d'Alger. Et puis, il y a une très jolie jeu sur le rouge et l'or qui est très caractéristique de la peinture de Delacroix. Un des objets emblématiques, voilà, des objets d'artistes, c'est évidemment le violon d'Ingres. Donc là, c'est un violon qui est assez petit, c'est un violon d'étude, je pense sans doute un violon de la jeunesse d'Ingres. Il y a même sur l'archet son nom gravé, alors ça, faut vraiment s'approcher pour bien le voir. Donc Ingres était un excellent musicien, enfin, il avait été second violon à l'orchestre du Capitole de Toulouse, mais il avait vraiment choisi la carrière de peintre. Il en jouait plutôt pour son délassement. Voilà, et c'est plus tard, que la deuxième moitié du XIXe siècle, que l'expression violon d'Ingres est née. Donc mettant en scène ce violon pour exprimer finalement une passion, voilà, de quelqu'un qui n'est pas forcément son métier. Et puis dans cette vitrine, on a aussi une couronne de laurier dorée qui a été offerte à Ingres par les habitants de la ville de Montauban, sa ville natale, dans laquelle finalement il n'a pas beaucoup vécu, parce qu'il a beaucoup vécu à Paris, surtout en Italie. Mais c'est un objet voilà, qui célèbre l'enfant du pays, l'artiste, que c'est offert par les Montalbanais, son entrée au Sénat. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que Ingres a souhaité la faire rentrer au musée municipal de Montauban, qui est aujourd'hui le musée Ingres, parce qu'il l'a légué tout comme le violon. Donc il a souhaité que ces objets personnels, objets voilà, de reconnaissance et de gloire, puissent passer à la postérité en allant au musée. Alors la musique, c'est vraiment une passion commune entre Ingres et Delacroix. Et dans l'exposition, on expose des partitions qui ont été offertes à Ingres, qui sont des partitions originales de ses artistes préférés, qui sont Mozart, Gluck et Beethoven. Et on sait que Delacroix, par son journal, appréciait particulièrement ces artistes. Il était évidemment aussi très ami avec Chopin. Et Ingres et Delacroix partageaient le même détestation absolue de Berlioz. On aurait pu imaginer que Delacroix aurait pu apprécier le musicien romantique par excellence. Berlioz, pas du tout, il écoutait du Mozart. On oppose beaucoup Ingres et Delacroix, mais je trouve qu'il y a certains tableaux d'Ingres qui ne sont pas sans similitude avec des œuvres de Delacroix, comme le Roméo et Juliette qu'on expose au musée Delacroix, qui est un tableau de notre collection, ou les lithographies d'Hamlet de Delacroix qu'on expose de toute façon aussi très régulièrement. Et le Paolo et Francesca d'Ingres, je trouve qu'il est tout à fait intéressant à rapprocher de ces œuvres. Là, c'est un tableau où il y a un effet un peu cinématographique, où on voit le mari qui sort derrière la teinture, qui arrive juste au moment du baiser, en fait, où il voit sa femme qui lâche son livre parce qu'elle est de surprise. Et donc, il y a des... Voilà, toute cette scène où on sait très bien que ça va mal se terminer, où on a l'impression de voir presque un arrêt sur image d'un film, avec des objets qui racontent aussi l'histoire, avec le livre qui est en train de tomber, le vase avec les petites fleurs. C'est un petit peu le calme avant la scène sans doute très sanglante qui est proche de se dérouler, quand on dit de l'expression presque caricaturale du mari. Puis c'est un très joli tableau aussi par son cadre, qui a un côté un petit peu néo-médiéval. Voilà, et cet amour en fait pour rechercher des histoires dans la littérature, dans le passé, c'est quelque chose que partageait aussi Delacroix. Là, nous sommes devant un tableau de Jean Allot qui fait l'affiche de l'exposition et la couverture du catalogue, qui représente Ingres dans son atelier à Rome. Alors, c'est très bien que ce soit un tableau de Allot, parce que c'est un tableau ni d'Ingres ni de Delacroix. Et on l'a choisi parce qu'il symbolise un petit peu l'exposition. C'est-à-dire qu'on voit Ingres dans son intimité, il n'est pas en train de peindre, même si on voit son atelier derrière. Et puis, il est avec son objet, voilà, fétiche, on va dire, son violon. Et puis, c'est une vraie scène d'intimité avec des objets personnels, avec
avec sa femme, avec un chat. Donc on a l'impression vraiment, par toutes ces portes ouvertes, en fait, d'entrer un petit peu dans le chez Ingres. C'était l'idée de l'exposition. Je trouve qu'elle la symbolise très bien. On a très peu de vues de l'atelier Delacroix, on n'en a aucune de l'atelier Ruth Fürstenberg, malheureusement, j'aimerais tant les avoir. On a juste une gravure qui est parue dans l'Illustration en 1852, où on voit Delacroix dans son atelier de la rue Notre-Dame de Lorette. Et ce que je trouve assez frappant, c'est qu'au premier plan, on voit un meuble avec dessus des palettes. Et donc on parle toujours de la palette du peintre, mais en fait Delacroix avait, quand il travaillait, plusieurs palettes et plusieurs types de palettes, à la fois celles en bois et puis d'autres sur des morceaux de tissu, sans doute de papier, dans son atelier. Et on voit toutes les choses qu'il y avait dans cet atelier, tout ce qu'il y avait au mur, des esquisses, des plâtres, des tableaux, finis ou pas. Alors dans cette exposition, on a souhaité qu'on puisse rentrer dans l'univers des deux artistes par leurs objets, mais aussi par leurs œuvres. Donc là, on a choisi deux académies de jeunesse, en fait, une d'Ingres du musée de Montauban et une de Delacroix du musée Delacroix. En fait, on n'a presque pas besoin de regarder les cartels parce qu'on sait lequel est Ingres et lequel est Delacroix. Delacroix, c'est évidemment celle qui sort un peu du cadre, qui est moins bien proportionnée, qui a une peinture vigoureuse et avec beaucoup plus de couleurs dans le rendu de l'anatomie. Je trouve que c'est très parlant aussi les premières fois qu'on les mettait côte à côte. L'accrochage raconte beaucoup de choses en fait. Donc l'exposition au musée Delacroix se poursuit jusqu'au 10 juin. Donc là, vous pourrez admirer nos objets d'artistes d'Ingres et de Delacroix. Et je tenais à remercier particulièrement tous les prêteurs qui ont contribué à cette exposition. Bon, j'ai parlé du musée de Montauban, mais on a aussi des prêts du musée du Louvre, du musée d'Orsay, de la BNF, du Petit Palais, de Carnavalet, d'un prêteur privé également, des musées d'Angers, que je remercie tous très chaleureusement, et du musée Jean-Jacques Henner, qui a prêté une boîte à couleurs d'Ingres, que je trouve aussi très révélatrice, parce que Ingres avait des élèves qui ont pu donner à Jean-Jacques Henner cette boîte à couleurs, et ça montre toute l'affiliation entre les artistes. Ingres qui avait un culte pour Raphaël et Henner un culte pour Ingres, et on ouvre un petit peu comme ça dans la suite du 19e siècle.